À ce moment précis, vous êtes en train de vous dire deux trucs. Le premier est que j'en ai mis du temps depuis le dernier épisode, ce qui est tout à fait correct. Et le deuxième est que je suis un énorme mytho, ce qui est tout à fait correct aussi. Non, parce qu'à la base, la dernière fois, je vous avais promis que la prochaine vidéo serait une review de Heaven's Feel. Ce que j'ai fait, j'ai écrit la review, mais j'étais pas vraiment satisfait du résultat. J'ai pas trouvé ça intéressant, j'ai trouvé que c'était un petit peu redondant et que ça servait pas à grand chose. Et honnêtement, si c'est pour te faire une vidéo où je vais juste te dire que le combat Saber Rider est incroyable, bah ça sert absolument à rien, tout le monde sait ça. Du coup, j'ai préféré changer de sujet aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que la review Heaven's Feel n'arrivera jamais, au contraire. Je la ferai le jour où je sentirai que je peux proposer quelque chose d'intéressant avec. Un peu comme ce que j'ai fait avec la vidéo Persona, qui est la dernière review à proprement parler sur la chaîne. Mais du coup, aujourd'hui, on va une nouvelle fois s'attarder un petit peu sur les coulisses de l'animation japonaise. Du coup, bienvenue les BG à ce nouvel épisode du Shinkansen de l'animation, l'émission qui vagabonde sur les rails de tout ce qui touche de près ou de loin à la culture nippone. Et tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est de vous installer confortablement devant cette vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais tout simplement vous faire découvrir les joies des adaptations. Avant de commencer cette vidéo, on va clarifier quelques trucs. Le monde de l'animation japonaise est, comme vous le savez, séparé en deux grandes catégories. Les productions animées originales et les adaptations, diverses et variées. En ce qui concerne les animés originaux, on garde ça comme sujet pour une prochaine vidéo, parce qu'il y a pas mal de trucs à traiter là-dessus. Aujourd'hui, on parlera uniquement et exclusivement des adaptations manga en animé. Tout ce qui concerne les adaptations de light novel, de visual novel, de webtoon, de jeux vidéo ou même de romans, je tenterai de faire une vidéo sur chaque catégorie à l'avenir. Je pense que ça peut être intéressant, dites-moi ça en commentaire si ça vous intéresse. Enfin, je dis ça, mais je sais que je ferai absolument rien au final. Je vais tenter de couvrir le maximum d'informations aujourd'hui, mais je ne garantis rien. Et maintenant que tout est clair, on peut commencer. Alors, les adaptations manga, c'est tout simplement la catégorie la plus répandue, la plus populaire, mais aussi la plus ancienne. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur l'évolution de l'animation japonaise, eh bien je vous ai dit que tout avait commencé en adaptant des mangas en différentes formes de courts-métrages. Puis ça a évolué avec le temps. Si on se réfère à certaines études statistiques, eh bien on se rend compte que 40% des animés existants sont tous des adaptations de manga. Par exemple, rien que sur cette saison du printemps 2021, on se rend compte que sur les 25 animés les plus populaires, 14 sont des adaptations de manga en réalité. Donc tu m'étonnes qu'il y ait encore des gens qui pensent que manga et animé c'est la même chose et d'autres qui croient que tous les animés existants c'est des mangas adaptés. Mais là on peut se poser une question. Pourquoi il y en a autant? Eh bien c'est pour deux raisons très simples. La première est que le manga est un médium très populaire. Quand tu as des œuvres comme Demon Slayer capables de taper dans les 80 millions d'unités vendues sur l'ensemble de l'année civile 2020, c'est quelque chose quand même. D'ailleurs, je crois que c'est le record en termes de ventes sur une année civile, vous me corrigerez si je me trompe. Certes, c'est surtout l'anime qui a propulsé les ventes de Kni, mais tu vois très bien où je veux en venir. Et la deuxième raison est que le manga est un format assez facile à adapter. Enfin, facile, le terme exact serait plutôt plus adéquat par rapport à d'autres formats, comme par exemple les light novels, où c'est réellement une plaie monumentale à élaborer. D'ailleurs, si tu as un minimum d'expérience, tu peux très facilement faire la distinction entre adaptation d'un manga et adaptation d'un light novel, mais c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. D'ailleurs, si tu as déjà vu Shirobako, il est très probable que tu saches déjà tout ça. Shirobako est un animé original de 24 épisodes du studio PA Works, auquel j'ai déjà consacré toute une vidéo au début de la chaîne. Animé lors duquel on va suivre Aoi, jeune employée au sein d'un studio d'animation en tant qu'assistante de production, au cours de ses galères quotidiennes dans l'industrie. Le deuxième arc de la série se focalisera entièrement sur une adaptation manga en animé, et le tout était très intéressant, je ne peux que vous le recommander. Ou bien si tu as déjà vu / lu Bakuman, tu dois très certainement avoir déjà une idée sur ça. Manga un petit peu oublié que je trouve, écrit par Tsugumi Oba et dessiné par Takeshi Obata, aka le duo derrière Death Note et plus récemment Platinum End. Je sais pas trop s'il y a des gens qui lisent Platinum End. Bakuman raconte l'histoire de Mashiro et Takagi, deux potes de lycée rêvant de devenir mangaka. Ils se lanceront dans cette aventure rocambolesque et feront face à une pléthore de soucis inconnus du grand public. Mais contrairement à Shirobako, Bakuman se focalise beaucoup plus sur le processus créatif d'un manga à la sauce neketsuesque. Il y a une parenthèse sur les animés, mais c'est pas aussi approfondi que le premier. Et personnellement, c'était un énorme coup de cœur à l'époque, et c'est une des rares œuvres du Jump qui m'ont réellement marqué. Et peut-être qu'on fera un jour une vidéo similaire à celle d'aujourd'hui sur le processus créatif des mangas. Qui sait. Mais pour en revenir à notre vidéo, comment est-ce qu'on va passer du format papier à celui de dessin animé? Dans la plupart des cas, c'est les studios d'animation qui vont faire le premier pas. Je n'entends pas par là les pauvres animateurs Mseiken, mais plus les grosses têtes du studio. Le président, les chargés de production, le directeur marketing, etc. Ils vont piocher dans les mangas qui ont une petite cote en ce moment. Les œuvres qui jouissent d'une certaine popularité suivant les différents classements de popularité des différents magazines de prépublication. Oui, parce que petite parenthèse sur ça, au Japon, quand tu achètes un magazine de prépublication, le Jump, le Shonen Magazine, le Young Sunday, le Monthly Gangan, etc. Tu vas lire les chapitres que tu veux, mais à la fin du magazine,
magazine, tu vas remplir un petit formulaire de popularité. Est-ce que tu as préféré, est-ce que tu n'as pas préféré, quelle œuvre tu as aimé, ce genre de choses. Formulaire qui va être récupéré par les différentes maisons d'édition et pourront par la suite faire un classement de popularité. Et si tu es trop longtemps dans les bas-fonds du classement, bah il est très probable que tu vas avoir droit à un arrêt de sérialisation. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé avec Bleach et le Jump en 2016. Mais du coup, les responsables du studio vont choisir une œuvre selon leur capacité de production, selon leurs employés, selon leur planning sur l'année fiscale, mais aussi et surtout selon leurs envies particulières. Bah oui, chaque studio voit avec ce qu'il peut faire, mais aussi et surtout avec ce qu'il veut faire. Pour ça que tu verras jamais Kyoto faire du neketsu ou Trigger faire de la romance. Et le premier qui me sort Darling in the Franxx dans les commentaires, eh bien il ne goûtera jamais au bonheur. Une fois que les grosses têtes du studio ont une cible dans le viseur, bah on va passer à l'étape de la négociation. Les négociations, c'est exactement comme celle qu'il y a eu en Evian en 1962, sauf qu'à la place de mettre des big diplomates FR et des Z autour d'une table pour mettre fin à la guerre, bah là tu vas mettre des responsables du studio avec le mangaka de l'œuvre en question ou bien le scénariste et le dessinateur s'ils sont deux, l'éditeur de l'œuvre ou bien un représentant de la maison d'édition, des responsables des compagnies de production, et là ça peut varier. Ça peut soit être une production en interne comme le fait Kadokawa avec la plupart des adaptations animées des mangas qui lui sont affiliés, ou bien en externe avec la participation d'un organisme tierce, que ce soit plateforme de distribution à la Aniplex, de simulcast à la Crunchyroll Funimation, ou bien même des labels de musique comme le fait Pony Canyon ou encore Lantis qui produit la plupart des animés Love Live pour pouvoir par la suite vendre leur musique. Bien sûr, peut y avoir plusieurs compagnies de production, une principale et les autres jouent le rôle de sponsor, mais on va pas trop rentrer dans les détails ici. L'étape de négociation en soi, ça consistera à convaincre le mangaka et l'éditeur que le studio est capable de renvoyer une bonne image du source material, mais aussi du magazine de pré-publication, etc. Et tu te doutes bien que si c'est un studio avec une certaine popularité, bah on va directement sauter cette étape. Genre si un jour Shaft va se pointer et vouloir faire une adaptation animée d'Oshinoko, bah tu te doutes bien qu'on va pas trop tergiverser. Je rêve d'une adaptation animée par Shaft pour Oshinoko, même s'ils font pas trop d'adaptations manga ces derniers temps. La dernière qu'ils ont faite était celle pour Sangatsu no Lion, mais bref, c'est pas le sujet. D'ailleurs, c'est aussi au cours de cette fameuse réunion que seront discutés plusieurs détails techniques concernant l'adaptation. Genre la longévité du truc, est-ce que ça fera un seul cours ou bien deux cours? Le nom de quelques seiyuu peuvent être évoqués dans le cas où c'est un gros projet. Si c'est pas le cas, bah on passera par un appel d'offres et des auditions. Idem pour le nom de quelques animateurs, comme je l'ai dit dans le cas où c'est un gros projet. Mais aussi et surtout, si l'adaptation animée sera fidèle ou non. Oui, parce que c'est un détail assez important, bien moins évoqué ces dernières années, voire décennies. Parce qu'en réalité, l'animation japonaise est passée par une longue période où toutes les adaptations manga n'avaient de commun que le nom avec le manga. Les histoires étaient assez différentes et les libertés scénaristique était on ne peut plus libre. Et ça, c'est en grande partie parce que l'anime était plus perçu comme étant une réinterprétation de l'histoire, et non pas comme étant une transposition de celle-ci vers un autre médium avec une écriture fidèle à l'original. Aujourd'hui, tu peux dire que quasi la totalité des adaptations manga sont fidèles à l'œuvre originale, au point où quand il y a une qui diffère un peu, ben elle sort très rapidement du lot. Mais après, ça dépend. Est-ce que Rocher 18 en manque 12 épisodes, on peut appeler ça une adaptation fidèle? SO Horimiya et The Promised Neverland saison 2. Enfin bref, une fois que cette étape est terminée, on peut directement passer à la pratique. Ça consistera d'abord et avant tout en l'organisation d'une équipe parmi les différents membres du studio. Équipe qu'on va par la suite assigner à cet anime précis pendant les 9 à 12 mois prochains, voire un petit peu plus. On va mettre en place un calendrier bien précis, l'assignation du réalisateur à l'anime en question, on se met à contacter les différents animateurs clés, les in-betweeners, les recherches au prix des freelanceurs, surtout via Twitter. Oui, Twitter est extrêmement utilisé dans le domaine de l'animation japonaise. Ça peut être assez utile pour recruter, preuve à l'appui. You mentioned Twitter as well. Is that how they find a lot of the newer talent? Yeah, Twitter also, because now we're on Twitter. I think you know the web generation. Yeah. Some quite foreign animators who, work on pretty much. I'm just wondering. So, is there this much of a shortage of animators in Japan that they have to look literally on Twitter? Yeah, because I actually have like an artist friend who used to like draw stuff for me like years ago. Who ended up being an animator for Black Clover. Yeah, same here. Like I had an artist who I was following and an animator, and then they just showed up working on Sword Art Online. Yeah, right. Le scénariste sera mis à la tâche, le directeur son et son équipe de composition pour le sound design. On fera par la suite différents appels d'offres pour les différentes compagnies afin de faire passer des auditions au seiyuu. Dans certains cas, et s'il y a un certain manque d'effectifs, on peut recourir à un studio tierce, voire un studio de sous-traitance pour tout ce qui est 3D. Studio qui peut être japonais, mais aussi chinois, coréen, saoudien, ça arrive de plus en plus souvent ces dernières années. Bref, ça va tout simplement distribuer les tâches dans un projet de société on ne peut plus classique. Le réalisateur de l'anime se chargera d'écrire le storyboard pour chaque épisode. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'un storyboard, eh bien on peut qualifier ça de plan de travail. C'est un brouillon qui retranscrit les idées de mise en scène du réalisateur. De petits gribouillages en forme de dessin avec quelques lignes du texte que devront par la suite les animateurs clés retranscrire en véritable dessin, on va dire.
Si on est sur une adaptation fidèle, eh bien on va tenter du mieux qu'on peut pour matcher les propos du manga, mais aussi son rythme. Par exemple, pour une série à parution hebdomadaire, eh bien un épisode couvre à peu près 2 à 3 chapitres. Mais là, ça dépend plus du rythme de sérialisation, du rythme du manga, du pacing qu'autre chose. Les 12 épisodes de Rent a Girlfriend, ça couvrait les 50 premiers chapitres du manga, et les 24 épisodes de Jujutsu Kaisen, ça couvrait à peu près les 60 premiers chapitres du manga. Alors que les deux séries sont à parution hebdomadaire. Je vais pas parler de l'animation à proprement parler parce que je prévois déjà de faire une grosse vidéo sur l'animation dans le mois à venir. Tout ce qui est 2D classique, CGI, fusion entre les deux, 2D digital, qu'est-ce qu'un key animator, le principe d'in-between, tout ça, je voudrais déjà en parler dans un assez gros dossier que je me réserve à l'avenir. Du coup, je vais pas trop détailler aujourd'hui, mais ce qui est important, c'est que vous sachiez qu'il n'y a pas un nombre déterminé d'animateurs par épisode. Ça peut être un seul gars qui va tout faire, on appelle ça les One-Man Army, et j'aurais bien voulu vous donner des exemples historiques de tout ça, mais les Japonais étant les Japonais, on trouve pas énormément d'informations sur ces sujets sur Internet. Ou bien ça peut être un groupe de gars. 2 gars, 10 mecs, 20, 50, ça peut varier d'un épisode à un autre et d'une série à une autre. À titre d'exemple, il y a 19 personnes qui ont taffé sur l'épisode 45 de FMA Brotherhood en tant que Key Animator. Et c'est là que le format manga va entrer en jeu et faciliter énormément les choses. Les animateurs et différents artistes, ils ont déjà quelque chose sur quoi se baser, un truc sur lequel s'appuyer. On ne va pas partir de zéro comme c'est le cas pour les différents animés originaux. Attention, je ne suis pas en train de réduire leurs travaux ou bien de dire que c'est plus facile, mais juste ça va leur permettre d'avoir les idées un petit peu claires. Qu'on soit bien d'accord, le travail des animateurs c'est une lourde tâche et qu'ils réussissent à merveille. La mise en scène, le découpage, tout ça étant déjà fait dans le manga, ça va par exemple grandement alléger le travail sur les cuts. Les différents personnages ont déjà plusieurs positionnements, plusieurs expressions, ça va énormément alléger le travail du chara designer et des différents animateurs par conséquent. Même si parfois ça peut être la source d'un énorme blocage, tant on voudra à tout prix coïncider avec le style graphique de l'œuvre originale, alors que parfois certaines libertés artistiques ne font absolument pas de mal. Je pense par exemple à la saison 1 de Quintessential Quintuplet ou Kotobu no Hanayome, qui avait des chara design assez distincts de ceux du manga, pourtant ça n'enlevait rien à leur charme. Même par exemple à quelque chose dans le style d'Usagi Drop, où l'anime sublime réellement le manga. Et pour l'amour de Dieu, n'allez jamais lire le manga d'Usagi Drop. En parallèle de tout ça, t'as les background et art designers qui vont faire leurs travaux. Grosso modo, c'est eux qui vont se charger de donner l'atmosphère de l'œuvre. Ils vont faire les différents fonds et parfois aussi ils vont gérer la colorimétrie. Mais vu qu'on est sur des adaptations manga, on va dire qu'il n'y a pas réelle exploitation de tout leur talent. Vu qu'on va essayer au mieux de matcher l'œuvre originale. Même si dans certains cas, il y a certaines exceptions. Shinsekai Yori ou From the New World a réellement une direction artistique magique, des couleurs splendides et peut-être la meilleure DA de tout chez A1 Pictures. Made in Abyss possède certains moments envoûtants et d'autres glaçants, et même Nisekoi dans un certain sens a ce petit côté bonbon aux yeux qui te brûle la rétine tant c'est coloré et scintillant. Et ça change énormément de certains fonds plats auxquels on est habitué. De leur côté, l'équipe 3D va se charger de modéliser tout ce qu'il faut modéliser, et dans l'animation japonaise, c'est principalement les animaux, les véhicules et tout ce qui est forme complexe présente en grande quantité. Le tout bien évidemment sous les consignes du directeur CGI et du directeur d'animation. Et d'ailleurs parfois il y a des subdivisions dans le rôle. À titre d'exemple, dans la partie 5 de JoJo, on avait un stand designer. Son rôle consistait à se charger uniquement de la 3D des différents stands, ce qui est assez cool en fait. Mais encore faut-il payer tout ce monde. Et bien sûr, une fois qu'on a suffisamment de cuts et que les backgrounds et les personnages allant avec soient finalisés, on peut passer au montage. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, on va faire une petite parenthèse sur le doublage, mais il faut savoir qu'il ne se fait pas en simultané de tout ça. On va d'abord attendre la finalisation des premiers Genga pour pouvoir doubler par-dessus. Les Genga, pour ceux qui ne savent pas, c'est le travail brut et le résultat brut des dessins des différents key animators, avant d'y mettre la 3D, avant de colorier, tout ça. Mais on va pas trop détailler ici. By the way, dites-moi si faire une vidéo sur le monde du doublage vous intéresse. Je pense que ça peut être intéressant de revenir sur le parcours de certains seiyuu, voir les critères de sélection, comment se passent les auditions, tout ça. Lors du montage, on va gérer les différents cuts, l'incrustation des effets sonores gérés par l'équipe de sound design, ainsi que des différentes OST qui sont dans la plupart des cas orchestrées s'il y a un compositeur affilié à l'anime en question. Kevin Penke, Hirohiko Sawano, Yuki Kajiura. Et une fois que tout ça est bouclé, l'épisode est chaud et prêt à être diffusé. Bien sûr, ce que je vous ai raconté ici, c'était le processus créatif dans les grandes lignes. C'est assez compliqué de tout résumer en une vidéo de 20 minutes vu qu'il se passe beaucoup, mais alors beaucoup de trucs en interne. Mais comme je vous l'ai dit, je reviendrai sur plusieurs points clés à l'avenir. Et c'est pour ça que je vous recommande une nouvelle fois d'aller voir Shirobako parce que c'est très intéressant. Mais là, je tiens à signaler un truc, c'est que la production, elle se passe en même temps que la diffusion. Oui, c'est assez étrange, mais par exemple, si on a l'épisode 1 d'un certain animé qui vient d'être diffusé, eh bien l'étape de la production, elle est un épisode un petit peu plus avancé. S'ils sont à l'épisode 10, c'est qu'ils ont parfaitement géré, et s'ils sont à l'épisode 4, c'est qu'il y a
a un désastre qui va arriver. Et là encore une fois, ça dépend du planning duquel j'ai parlé en début de vidéo, le travail des assistants de production, c'est de la paperasse et de l'administration. Parce qu'un studio d'animation, ça reste une entreprise et une société avant tout. Et un animé, ça reste un projet de travail. Il y a énormément de gens qui tapent sur un seul projet et pour la énième fois, le studio Bound, ça ne se résume pas qu'à Nakamura. Maintenant, si tu as bien suivi et si tu te souviens bien, en début de vidéo, je t'ai dit que les différents studios d'animation piochent selon leurs envies et leurs moyens dans ce qui a du succès en ce moment. Mais là, n'importe qui peut me dire qu'il y a énormément de mangas à succès sans adaptation animée. Et la réponse est oui, et j'ai même envie de dire que c'est peut-être mieux ainsi. Parce que pas n'importe quel manga ne doit forcément avoir une adaptation animée. Faut pas oublier que l'animé, ça sert de base à promouvoir le manga, et il y a des œuvres qui ne sont pas réellement adaptées pour ce format-là. Que ce soit pour des raisons techniques, à connotation graphique, et j'entends par là les différents vagabonds, Sunken Rock ou encore Berserk, paix à l'âme du grand Miura, c'est des œuvres dont le style graphique et la patte artistique de l'auteur est bien trop non reproductible. Et le format animé gâcherait très certainement tout l'art qui se dégage de certaines planches. Mais aussi des œuvres dont le style de Vagabond et Sunken Rock, c'est des œuvres qui tendent énormément vers le réalisme, où le chara-design des personnages par exemple se ressemble beaucoup plus à celui de réels êtres humains qu'à celui d'un personnage random issu d'animation japonaise. Attention, le fait qu'il soit beaucoup plus réaliste ne veut pas dire qu'il soit forcément beaucoup plus beau ou bien meilleur que ceux qui se rapprochent beaucoup plus des codes qu'on connaît, parce que plus réaliste ne veut pas forcément dire plus beau, et j'en ai marre d'entendre cet argument dans le domaine du jeu vidéo. Faut arrêter avec cette zumba, parce que l'un n'engage pas l'autre, et c'est totalement faux d'ailleurs. Et la même chose s'applique au monde du manga. Et c'est quelque chose auquel on ne peut pas remédier, sauf s'il y a recours à de la CGI à foison, et c'est ce qu'on a eu avec Berserk 2016. Et le résultat était, on va dire, un petit peu fâcheux. Mais ce qui joue encore plus en la défaveur de Berserk, c'est l'univers cauchemardesque, l'atmosphère lugubre, chaotique, bordélique. C'est quelque chose qui est difficile à retranscrire en format d'animé, à moins d'avoir 38 animateurs sur un seul cut. J'exagère un peu, mais tu vois où je veux en venir. Et surtout que les gens s'attendront forcément à égaler le niveau du manga, mais ça c'est tout simplement impossible. C'est pour ça que par extension, j'ai très peur pour quelque chose comme Chainsaw Man. Fujimoto s'est énormément inspiré de Berserk pour créer cette folie, ce degré de non-sens de l'histoire qui fait que l'histoire est géniale, et je ne vois pas trop comment on peut réellement réussir à retranscrire tout ça en animé. On aura très certainement beaucoup, voire même beaucoup trop de CGI, et ça risque d'en décevoir plus d'un, mais qui sait, peut-être qu'on aura quelque chose d'incroyable. D'ailleurs, petite parenthèse, mais j'aurais réellement voulu voir Shaft sur du Chainsaw Man. Certains passages du manga m'ont énormément rappelé Madoka et on sait tous que Shaft a excellé là-dessus. Mais bref, on ne peut que prier. Et pour en revenir à Vagabond que j'ai évoqué tout à l'heure, eh bien je pense très sérieusement qu'une adaptation en live action japonais serait bien plus propice qu'une adaptation animée. Le style graphique d'Inoue est un peu plus proche de la tradition et le tout est parfaitement réalisable sans avoir le besoin d'un budget énormément conséquent. Le cinéma asiatique est en explosion ces dernières années et on se souvient par exemple de l'adaptation live action de Rurouni Kenshin qui était un très gros succès. Donc pourquoi pas, hein, moi je jette des idées, faites-en ce que vous voulez. Mais outre l'aspect graphique, eh bien, il y a des mangas qui n'ont pas d'adaptation animée en vue de leur poids lourd et pesant, l'atmosphère mélancolique et très sombre qui s'en dégage. Et vous l'avez deviné, on va parler d'Asano. Inyo Asano est peut-être mon auteur favori. Ses créations sont de prime abord très inoffensives, mais une fois rentré dedans, on se rend compte qu'on est réellement pris dans un torrent de négativité suffocante. Et je trouve ça très beau. Que ce soit Oyasumi Pompon, Girl on the Shore, Dead Dead Demon Destruction, Reiraku ou encore Solanin, tous ces récits ont cette capacité à faire regretter le fait d'être en vie. Solanin est d'ailleurs le seul à avoir reçu une adaptation. En live action cette fois-ci, elle était plutôt réussie. Mais surtout, Solanin est son œuvre la plus légère, la plus joyeuse, alors qu'il n'y a rien de joyeux là-dedans. Les autres, c'est vraiment du drama psychologique accentué. On traite de maturité, de suicide, de déconstruction de la personnalité, de sexualité, le tout de manière très crue et très malaisante. Et comment Asano réussit à retranscrire tout ça et transcender les profondeurs de l'émotion humaine, je trouve ça tout simplement brillant. Mais c'est là où je vois le format animé pas très adapté pour ce genre d'histoire. Déjà, faut pas mettre ça à la portée de n'importe qui, mais aussi le drama psychologique, c'est pas quelque chose qui marche énormément. On en a eu la preuve avec Shuzo Oshimi. Shuzo Oshimi est un mangaka que j'affectionne particulièrement. Il est notamment l'auteur de mon manga favori, Akunohana, ou Les Fleurs du Mal que voici justement. J'ai trouvé le tome 8 paumé dans une librairie au milieu de nulle part. C'était d'ailleurs le seul tome disponible et je sais absolument pas pourquoi il n'y avait que celui-là. Il y a mon chapitre préféré dedans, mais bref, c'est un sacré coup de chance. Si vous voulez m'envoyer tous les tomes, envoyez-les moi, il n'y a que 13 tomes et franchement j'en ai besoin. Bref, revenons à notre vidéo. Oshimi s'est énormément inspiré de Asano dans la création de ses différentes œuvres. Sauf que lui, il y rajoute de l'horreur psychologique traumatisante. Oui, ce mec fait de l'horreur psychologique. Il n'en a pas l'air, hein. Il a l'air tout gentil, on dirait N'Golo Kanté. Et son œuvre ultime, Akunohana, a eu le droit à une adaptation animée. Et c'était tout simplement désastreux. Pris en rotoscopie, c'était très spécial, c'est très bizarre. Ça ajoutait du malaise plus qu'il n'y en avait déjà. Et je ne pense pas réellement qu'on va retenter le coup avec ses autres œuvres. Pour tout simplement les mêmes raisons que j'ai citées avec Asano. Le drama psychologique,
c'est pas un format qui marche énormément en animé. Parce que Chino Adachi ou bien Les Liens du Sang est terrifiant, Okaeri Alice est malaisant, et Happiness n'a absolument rien de joyeux. Et en plus de tout ça, il y a aussi des œuvres qui n'ont pas d'adaptation animée pour d'autres raisons, et notamment le rythme de la série chez certains Slice of Life, qui est très long par moment, mais le format manga laisse transparaître tout ça, alors que c'est tout simplement pas envisageable en animé, à moins de tout rusher. Et c'est pour ça que des œuvres comme par exemple Horimiya n'ont une adaptation que quelques semaines avant la fin du manga, alors qu'il était prépublié depuis 10 ans. Mais aussi, il existe une catégorie d'œuvres qui n'ont tout simplement pas d'animé parce qu'elles n'en ont pas besoin tout simplement. Et 20th Century Boys est le meilleur exemple de tout ça. C'est une œuvre excellente, maîtrisée, aboutie de bout en bout, mais elle n'a pas d'animé. Pourquoi 20th Century Boys n'a pas d'animé? Pourquoi il devrait en avoir de base? Il y a des cas où l'œuvre se suffit parfaitement à elle-même. Pas tous les bouquins du monde n'ont une adaptation film Hollywood, et pas tous les mangas n'ont une adaptation animée. C'est deux formats qui cohabitent parfaitement en harmonie. Et tout ce que je peux vous conseiller maintenant, c'est d'aller lire des mangas tout simplement, regarder des animés, faites tout ce que vous voulez. Bref, voilà qui conclut cet épisode du Shinkansen de l'animation. J'espère qu'il vous aura plu. Encore une fois, je m'excuse pour le retard pris entre le dernier épisode. C'était un petit peu compliqué de trouver de quoi parler, mais surtout comment on parlait. Et j'ai de l'estime pour vous et pour cette chaîne. Je voudrais pas sortir quelque chose qui ne m'intéresserait pas ou qui vous intéresserait pas juste pour être actif. Sinon ça sert juste à rien d'avoir une chaîne YouTube qui parle de manga et d'anime. Il y a un tas de gens qui en ont une. Du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire ou bien en DM. Followez-moi sur le réseau, Twitter, Insta. Je suis très actif sur Twitter. N'hésitez pas à venir voir des tweets qualitatifs comme toujours. Je sais pas qu'est-ce que je ferai pour le prochain épisode. Je sais pas quand est-ce que ça sortira, mais je vais essayer de m'investir un petit peu plus. Et tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est à bientôt. Prenez soin de vous, protégez-vous, sortez couverts, et puis yo les BG.